Monsieur Philippe Maillot, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont justement les priorités d'action en ce qui concerne l'appui à la conservation au niveau du bassin de Congo? C'est une bonne question et donc elle demanderait de très longues réponses, mais je vais essayer de synthétiser ça en peu de temps. Donc, en fait, là, c'est un long partenariat entre l'Union européenne et les pays du bassin du Congo. Le tout premier projet, en fait, date des années 80, même avant même ECOFAC. Il y a un projet qui s'appelait le PDRN au nord de la RCA, qui était quand même un très grand projet, qui touchait toutes les zones au nord, entre Bamingui, Bangoran, Manovo-Gunda, Saint-Floris. Et donc, c'était l'appui aux parcs nationaux qui étaient au nord de la RCA, qui à l'époque était très riche d'une faune extrêmement variée. Et ensuite, je me souviens, lors de ma toute première mission dans ce parc-là, pour faire de la cartographie, on m'a dit, mais il y a un programme encore beaucoup plus important qui arrive, c'est le programme ECOFAC. Donc cette année-ci, nous fêtons les 30 ans du programme ECOFAC, puisqu'il a commencé en 1992. Et ce qui est remarquable, c'est que depuis, il y a eu un appui continu, donc sans interruption du tout, à un certain nombre de parcs nationaux, mais pas uniquement. Ce qui est important de comprendre, c'est que les programmes de conservation dans le bassin du Congo ne touchent pas que les aires protégées elles-mêmes, mais veulent impliquer énormément les populations locales, les communautés locales. Et graduellement, c'est devenu plus important. Donc, au début, effectivement, on s'est concentré sur quelques parcs nationaux, avec évidemment les autorités nationales, mais qui, à l'époque, il faut remettre ça donc, en perspective. 92, c'est juste la conférence de Rio. Donc les préoccupations environnementales n'étaient pas non plus au plus haut dans les agendas internationaux. Et petit à petit, ECOFAC, je crois, a mis en lumière le bassin du Congo, le deuxième poumon, et notamment le rôle de ces parcs nationaux. Donc on avait un soutien ici au Gabon, au parc de l'Alopé, à la réserve de faune du Dja au Cameroun, au parc de Dzala au Congo. Le parc de la Salonga a été soutenu également au début, la forêt de Ngoto en République centrafricaine, le parc de Monte Allen en Guinée équatoriale. Et graduellement, on a aussi étendu la zone d'influence, si je peux dire, de ces parcs en finançant des activités de type développement rural. Autour du parc du Dja, par exemple, on faisait dès le début de l'appui au café et au cacao durable fait par les villageois. Donc beaucoup d'investissements dans l'agriculture durable. Et ceci, c'est jamais démenti. Donc comme je le disais, on a 30 ans de support ininterrompu avec des acteurs nationaux qui étaient toujours impliqués dans la rédaction des projets et dans la mise en œuvre, des acteurs locaux, donc les communautés locales, et des acteurs régionaux qui sont venus petit à petit, donc la CEAC essentiellement. Pendant une semaine, là, on a eu le comité de pilotage de ECOFAC 6. C'était l'occasion de faire un point, là où on en était. On s'est rendu compte qu'évidemment, on n'a pas tout réussi, mais il y a quand même des conclusions intéressantes. C'est qu'on a réussi dans des circonstances qui peuvent être compliquées, avec beaucoup de pressions extérieures, notamment des pressions agricoles, y compris par des grands groupes industriels, ou des pressions minières, des pressions pétrolières. On a réussi avec ce programme aussi à garantir et à perpétuer la conservation de la biodiversité dans ces aires protégées et de pouvoir aussi lancer des pistes pour les actions futures. 6 phases pour le projet, pour ce programme ECOFAC en Afrique centrale. Alors, qu'est-ce qu'on met comme résultat séquencé dans ces différentes phases et qu'est-ce qui a été capitalisé à votre sens? Donc, les 2 premières phases, donc de 92 à 98, je crois que c'est des phases de 4 ans, mais bon, je n'ai pas non plus tout le disque dur ECOFAC dans la tête, ont essentiellement été des phases d'investissement. Il faut savoir que dans tous les parcs nationaux, il n'y avait strictement aucune infrastructure. Ce n'était pas la priorité des États, et je le comprends parfaitement. C'était, à l'époque, comme je le disais, ce n'était pas la priorité de très peu d'États d'ailleurs.
Moi-même, je viens d'un pays, la Belgique, où il y a, je crois, 1,5% du territoire en parcs nationaux pour l'instant. Et donc on essaye maintenant d'en créer de nouveaux et ce n'est pas simple. Ici, il y avait un capital naturel beaucoup plus important et ce qui était bien, c'est qu'il fallait avoir les infrastructures pour pouvoir les gérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le quartier général pour les parcs, des logements décents pour les écogardes, des pistes pour pouvoir effectuer le travail, peut-être des pirogues dans certains parcs comme Ozzala. Donc il y a vraiment tout un travail d'infrastructure qui a été fait. Il y a tout un travail aussi de mise en capacité du personnel qui travaillait dans ces parcs. Donc il y a toute une formation d'éco-gardes qui a été faite, mais de gestionnaires de parcs, des services nationaux. Le grand problème, c'est qu'on est sur une période de 30 ans déjà. Et donc les gens changent, les gens vieillissent, partent à la retraite ou ils changent d'horizon professionnel. Donc c'est un travail qui doit être perpétuellement fait. Le travail de formation et de remise à niveau de tout le personnel, c'est un travail vraiment où on doit, je crois, la communauté internationale aussi, investir massivement dans le bassin du Congo. Les capacités humaines, c'est quelque chose de fondamental. On a réussi quand même à maintenir aussi dans ces parcs nationaux, par des activités de lutte anti-braconnage notamment, une certaine intégrité territoriale. Et qui dit intégrité territoriale, dit pas uniquement au profit de la faune, dit aussi au profit des communautés. Quand certains parcs qui étaient en dehors du spectre ECOFAC, mais comme le parc des Virunga, le fait qu'on soit au milieu d'une zone extrêmement violente, le parc peut jouer un rôle d'havre d'intégrité, comme au nord de la RCA également. Donc, tous ces aspects, comment l'aire protégée peut servir l'objectif de biodiversité, changement climatique aussi. N'oublions pas Salonga, qui a fait partie du programme ECOFAC. Le stock de carbone qui est séquestré là-bas à Salonga, ça représente des quantités absolument gigantesques pour un parc qui est plus grand que la Belgique. Je tiens à répéter, ce sont des surfaces extrêmement grandes. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'à partir de tous ces acquis, maintenant, l'Union européenne a décidé de bâtir une nouvelle initiative qui s'appelle Nature Africa et dont je peux vous dire quelques mots également si vous le souhaitez. Oui, nous reviendrons sur Nature Africa un peu plus tard dans nos échanges. Je voudrais revenir justement sur les acquis du programme ECOFAC sur le plan politique au niveau des institutions en Afrique centrale. Elle a concerné, je pense, 7 pays. Dès le début, effectivement, les administrations qui étaient en charge des aires protégées étaient relativement faibles. Et donc, nous sommes avec, je tiens quand même à citer un nom en particulier. ECOFAC est une œuvre collective. Il y a énormément de gens qui ont travaillé. Cet après-midi, donc aujourd'hui, le 6 juillet, nous fêtons les 30 ans d'ECOFAC tout l'après-midi. Mais il y a quand même un nom que je voudrais ressortir. C'est M. Enrico Pirogno, qui a été à l'initiative de ce programme en 1904, au début des années 90, et qui a cru contre vent et marée qu'il fallait avoir ce genre de programme au sein des actions de développement. Et pour le plus grand bien des populations, mais aussi des administrations qui étaient en charge de cela, parce qu'elles étaient un peu démunies dans la gestion. Donc dès le début, c'est un point qui a été pensé. Donc, je me souviens des premières réunions où on réunissait les administrations, les gestionnaires de parcs, les experts internationaux qui étaient là aussi pour gérer les aires protégées. Et il y avait vraiment des discussions techniques très approfondies. Les meilleures techniques pour la lutte anti-braconnage, les meilleures techniques de planification spatiale. Et c'était des échanges vraiment passionnants où il y a eu une montée en capacité. Donc, rien qu'au niveau de la capacité des institutions, c'était déjà très important. Mais on a été plus loin. Et donc, à partir de la 3e phase, il y a eu la création du réseau des aires protégées d'Afrique centrale, le RAPAC. Je reviendrai un peu plus tard sur l'échec, sur ce qui est peut-être le grand échec du programme, mais pour l'instant, je vais d'abord parler de sa genèse. L'idée, c'était vraiment comment peut-on créer un réseau de praticiens qui travaillent dans les aires protégées. C'est-à-dire, c'est une construction absolument unique en termes juridiques. C'est une ONG, je crois, de droit gabonais, mais à vocation internationale, mais qui avait en même temps un statut où tous les membres du conseil d'administration étaient soit
les administrations en charge des aires protégées dans les 7 pays soient des praticiens de terrain. Et il y avait un collège mixte qui était tout à fait unique. Et là aussi, il y a des débats très intéressants qui ont fait que l'institutionnalisation était en marche. Et ça a été considéré comme une institution spécialisée de la CEAC, je crois. Oui, de la CEAC. Le problème, c'est que toutes ces institutions ont très bien fonctionné. Le RAPAC a très bien fonctionné. À un moment, il y a eu effectivement une faiblesse de gestion qui était en partie liée au RAPAC, en partie liée à l'assistance technique qui avait été mise à disposition. Je tiens à être tout à fait clair. Un auditeur un peu trop scrupuleux peut-être. Et il y a ce qu'on appelle les inéligibles qui montrent que les institutions doivent être construites petit à petit. Et une institution doit vraiment avoir un enracinement long et profond pour être à même de gérer des grands programmes, donc, notamment les programmes ECOFAC. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, hélas. La fonction du RAPAC, à mon avis, doit être reprise par une institution, la Comifac ou la CEAC, une commission particulière qui sera au sein de ces 2 institutions, parce que cette fonction d'échange de données, de renforcement de capacité, de capitalisation, est quelque chose d'absolument essentiel au sein de la région. Revenons maintenant sur les acquis pour les communautés autour desquelles le projet ECOFAC a concentré ses investissements. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous ressortir en termes dans vos évaluations comme bénéfice pour les communautés autour des parcs ou de ces initiatives financées par ce programme ECOFAC? En fait, c'est très variable d'une phase à l'autre. Comme je le disais au début, on s'est concentré sur les investissements au sein des parcs. Ensuite, on a élargi le spectre des activités. Et donc, à partir de la phase 3 et 4, et 5 également, il y a eu beaucoup plus d'actions aussi de développement rural autour des aires protégées. Je ne peux pas faire le bilan quantifié. Je n'ai pas reçu les dernières données. Je sais qu'une évaluation existe et donc elle va être mise à disposition, bien entendu. Elle ne sera pas présentée cet après-midi, mais elle est tout à fait réelle. Ce qui est, si je dois faire un bilan plutôt de manière qualitative, il y a énormément de choses qui ont été faites, peu de choses qui ont été peut-être connues, assez connues, mais notamment dans la phase 4 et 5, il y a énormément d'activités qui ont été faites au sein des paysages. Dans la dernière phase, par exemple, un exemple qui peut être repris, le programme ECOFAC ECOFAC 6 a financé toutes des activités entre les parcs de Garamba en RDC, Chinko en République centrafricaine et Biliouélé en RDC. Et là, le but de ces activités était un petit peu de mieux gérer les aspects de transhumance. Donc il y a là-bas des transhumances qui sont parfois très destructrices de l'environnement et qui sont parfois source d'insécurité. Il y a des conflits entre agriculteurs et pasteurs, des pasteurs qui viennent parfois de très loin. Donc avoir des systèmes d'alerte qui permettent de modérer ces conflits est par exemple une activité qui a été très présente dans ECOFAC 6. Mais toujours en RCA, donc à Chinko, il y a énormément d'activités qui ont été faites pour les communautés, notamment dans un contexte également de sécurité. Il y a par exemple un moment une adaptation du programme parce qu'il y avait tellement de troubles que le parc a accueilli 800 familles pendant une période relativement longue, ce qui a posé des problèmes logistiques dans une région très reculée, mais le African Parks, qui était le partenaire, a vraiment pris toutes les mesures pour assurer la survie des populations qui étaient hébergées, enfin si je puis dire, hébergées par le parc à ce moment-là. Sur le plan financier, alors 30 ans d'ECOFAC, c'est combien d'investis? 30 ans d'ECOFAC, on est à peu près à 30 millions par phase pour les 4 premières phases. Et la dernière phase, on était à 80 millions. Donc, on est à rien que pour ECOFAC, qui est un des programmes environnementaux de la Commission européenne dans le bassin du Congo,
Je tiens à préciser que c'est un seul des programmes, le plus grand, mais donc cela se fait 200 millions d'euros. Et on s'est rendu compte, en fait, que, je dis un des exemples, un des programmes, parce que quand on additionne aussi ce qui a été fait dans les pays en question, par le budget de l'aide, enfin de la coopération bilatérale entre l'Union européenne et le pays. Vous donnez un exemple, la RDC, la période 2014-2020, sur les questions d'environnement et de gestion de paysages autour des aires protégées, les investissements sont de l'ordre de 150 millions d'euros, rien que pour la RDC, rien que pour les 6 dernières années. Donc ça montre, on n'a pas fait le bilan général des investissements européens pendant les 30 ans, parce qu'on a beaucoup de lignes budgétaires, bilatérales, géographiques, thématiques, mais c'est une bonne question. On est dans l'ordre de grandeur, à mon avis, sur les 30 dernières années, entre 600 et 800 millions d'euros. Ça, c'est l'estimation qu'on peut faire. Ce que je voudrais dire, c'est que maintenant, on a décidé de passer à la vitesse supérieure. Et donc, dans le cadre de Nature Africa et dans le cadre des autres politiques environnementales, notamment la gestion durable de la viande de brousse, la lutte contre le trafic illégal et les partenariats forêts, le soutien au secteur forestier, les investissements seront beaucoup plus importants. Et justement, en parlant de Nature Africa, qui plus ou moins vient prendre la relève du programme ECOFAC, c'est quoi la structuration de cette nouvelle initiative? Donc, Nature Africa, c'est une initiative qui a été présentée au niveau de l'Union africaine, donc qui est par l'Union européenne, c'est une proposition qui entend gérer, plutôt que de gérer les aires protégées et leurs bordures immédiates, on s'est dit que la plupart des intervenants qui ont une influence sur les aires protégées et sur les forêts sont plutôt en dehors du secteur forestier ou du secteur de la conservation. Et donc, il faut travailler au sein de grands paysages, avec évidemment les communautés locales, c'est elles qui doivent bénéficier de la gestion des paysages, avec les forestiers, avec éventuellement les miniers, avec les autorités locales, régionales et nationales, bien sûr. Et donc ça, c'est l'idée du Nature Africa. On ne travaille plus sur les protégés, mais au sein de grands paysages, avec 3 piliers. Un pilier conservation, parce que c'est quand même un programme de conservation. Un pilier économie verte, qui est en fait donc, agriculture durable, agroécologie, énergie renouvelable. Ça peut être des petites centrales électriques, des centrales solaires, gestion des pêches, écotourisme. Donc tout ce qui est le business qui peut se générer autour des ressources naturelles. Et le 3e pilier, donc on a conservation, économie verte, et le 3e pilier, c'est la gouvernance. Parce que nous sommes convaincus que dans ces territoires, dans la gestion de ces territoires, si on laisse une gouvernance un peu néolibérale, si je peux dire, où l'homme est un loup, comment on dit? L'homme est un loup pour l'homme, ça peut créer des inégalités énormes et plus de misère qu'autre chose. Et donc il faut une structure de gouvernance nationale. Nous, on supporte ces structures qui permettent que les sans-voix, les populations forestières, celles qui sont le plus déshéritées, puissent aussi avoir accès à la décision et aux bénéfices de la décision. Et ça, c'est vraiment pour nous capital. Et alors, ça se décline en une partie qui est financée au sein des pays et une partie qui est sur les paysages transfrontaliers, qui prend la suite d'ECOFAC en tant que programme régional, donc avec 2 fenêtres, une plutôt sur les écosystèmes humides, qu'on a appelé Nature Africa Bassin du Congo, et une plutôt sur les écosystèmes de savane du Nord, qu'on a appelé Nature Africa Paysage de transhumance. Et donc, dans le cadre de cette première mission d'identification qu'on a faite, on a soumis une proposition de financement à la Commission. Et donc, rien que pour le programme régional, oui, il y a aussi une 3e fenêtre, sur les paysages côtiers, qui nous semblait importante. Et il y a toujours un soutien à l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Et on a estimé, enfin, c'est pas qu'on a estimé, on a mobilisé à peu près, pour la période de 7 ans, 170 millions d'euros, ce qui représente quasiment un doublement par rapport à la période actuelle.
Et quel sera le modèle de gouvernance en termes d'administration projet? Alors, pour l'administration projet, donc, il y a au sein de chaque territoire, il y a donc, comme je le disais, une structure de gouvernance du territoire qui doit être mise en place. Et il y a une institution, locale, internationale ou un consortium des deux, ça c'est à décider au cas par cas, qui sera impliquée dans la gestion de ce territoire. Au sein des projets eux-mêmes, ils seront gérés par les différentes délégations de l'Union européenne et donc discutés avant que nous passions les contrats avec les intervenants, avec les administrations nationales, mais aussi avec tous les acteurs du paysage. Ça, c'est la phase là où on en est. Pour l'instant, on a simplement mobilisé les fonds, établi le concept. Maintenant, c'est le travail réel de mise en œuvre avec les partenaires doit se faire. On a quand même quelques critères, hein. Ça il faut être clair. On a besoin aussi de partenaires qui peuvent penser au-delà de la conservation, qui peuvent penser ce modèle Natura Africa, donc économie verte, gouvernance, conservation. On doit respecter tout à fait le choix des États. Si, par exemple, le Gabon préfère travailler directement avec l'Agence nationale des parcs nationaux, c'est évidemment le choix du Gabon et nous le respecterons tout à fait. Si d'autres pays ont décidé de travailler avec certains opérateurs, je pense à la RDC qui a des PPP, donc des partenariats publics-privés, à la RCA, au Congo, au Tchad, évidemment, là aussi, nous respecterons le choix des opérateurs qui ont été faits par les pays. Ouais, ben, il est observé au niveau de l'Afrique centrale, du bassin Congo, plusieurs initiatives, programmes, que ce soit financés par l'Union européenne ou d'autres partenaires. Alors, comment est-ce qu'on arrive à mutualiser les interventions pour éviter les chevauchements en termes d'initiatives dans les mêmes autour des mêmes projets, autour des mêmes unités de conservation? C'est une très bonne question. Et hier même, nous avions une discussion avec d'autres partenaires financiers pour voir comment éviter de dupliquer les choses ou comment, de l'autre côté, éviter des trous dans la raquette, si je peux dire, des thèmes qui sont importants, qui ne sont abordés par personne. Donc, le PFBC, pour ça, est un forum très important. Ce matin, nous avons une réunion avec tous les partenaires pour voir comment nous avons mis en œuvre le fameux pledge qui a été fait à la conférence de Glasgow, donc à la COP26, pour le bassin du Congo. Et donc là, voir qui a mis quoi en œuvre, comment, et ça c'est important. Mais il y a aussi la partie nationale qui doit jouer son rôle. Nous allons promouvoir dans la région, déjà avec le Congo et le Gabon, nous commençons maintenant, ce qu'on appelle des partenariats forêts, qui sont vraiment la gestion de la forêt de manière holistique, les forêts de production, les forêts de conservation, le rôle des communautés locales, le respect des peuples autochtones, les questions de connaissance aussi autour de la forêt. Et ça, c'est un accord qui va être fait entre l'Union européenne et les pays. Et évidemment, le suivi de tous les programmes de multi-bailleurs est un outil qui peut être mis à disposition. Et pour cela, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, OFAC, a déjà maintenant une base de données projet qui permet de faire un peu le tableau de bord des activités. Mais il faut plus que ça, il faut une coordination réelle entre les pays et les partenaires financiers. Et justement, pour chuter, l'Union européenne également s'investit depuis pratiquement près de 15 ans maintenant autour de l'initiative FLEC et avec les APV. Alors, est-ce un échec puisque évaluation faite jusqu'à présent, aucune certification n'a été délivrée? Si on prend le seul critère des licences FLEC, peut-être qu'on peut dire que c'est un échec. Mais en fait, ça n'en est pas un du tout. Parce qu'il y a beaucoup d'effets positifs du processus FLEC qui existent dans les pays. Je vous renvoie pour cela à des évaluations qui ont été faites par le CIFOR sur l'impact du processus FLEC dans de nombreux pays. Et sur le site du CIFOR, vous trouvez ces évaluations. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le dialogue entre les trois parties, le secteur privé, les administrations nationales et la société civile,
a été réellement établi par le processus FLEGT. C'est la première fois que la société civile avait son mot à dire dans un processus politique et commercial, puisque FLEGT est aussi commercial, au niveau national. Et ça, pour ça, je crois que c'est un acquis fondamental et qui ne disparaîtra jamais. Pour les licences, il y a encore beaucoup de travail. Certains pays ils sont tout proches. Je sais que je ne m'occupe pas personnellement du FLEGT, mais par mes collègues, je sais que le Congo est tout proche de l'établissement de licences, comme l'Indonésie l'a fait il y a quelques années. Donc voilà un petit peu le point sur FLEGT. Donc ce n'est pas un échec. Peut-être que le but commercial n'a pas été rempli partout, dans tous les pays. Le Gabon vient de décider de ne pas poursuivre la question avec l'Union européenne. Par contre, comme je le disais, le Gabon et le Congo sont prêts maintenant à aller dans un partenariat plus large, plus inclusif aussi sur les partenariats forêts. Et ça, c'est un instrument aussi de dialogue politique essentiel autour des écosystèmes forestiers.